Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, on espère que vous avez passé un super week-end, on est ravis de vous retrouver. Si vous étiez sur nos ondes ce week-end, vous avez vu passer le Moop Deep ou le dernier épisode du Hoop Culture. Si ce n'est pas le cas, vous savez qu'il est encore temps de le faire. Et même chose, si vous n'avez pas encore commandé votre MOOC Small, que vous pouvez voir derrière moi, n'hésitez pas, il est encore temps de le faire. Comme vous le savez, c'est un numéro spécial de 240 pages sur tous les joueurs de petite taille ou qui sont un peu sous-dimensionnés, qui ont pu marquer l'histoire de notre sport. Ça, c'est le dernier MOOC Reverse. Et avant qu'on se lance sur le thème du jour avec Shai et Antoine que j'accueille pour ce nouvel épisode du podcast, sachez que si vous êtes abonné, si vous recevez notre newsletter, regardez bien de près parce qu'il y a un projet sur lequel on bosse de longue date qu'on a terminé il y a très peu de temps et qui est sur le point d'arriver. Donc si vous surveillez votre boîte mail, vous devriez avoir des infos très rapidement. Les autres, si vous n'êtes pas encore dans la newsletter, ne vous inquiétez pas, vous serez mis au courant aussi rapidement, mais c'est vrai qu'on chouchoute un petit peu nos abonnés, donc c'est eux qui auront la primeur de cette info. On a hâte de vous la partager. Shai et Antoine, avant qu'on commence, je vais vous demander comment s'était passé votre week-end, mais oui, je vais vous poser la question. Pour tout vous dire, ça parlait assez mal sur l'arbitrage avant qu'on lance ce podcast pour des raisons purement personnelles. Shai et Antoine, comment s'est passé votre week-end ? J'ai connu mieux. Je racontais en off ce week-end, voilà, on avait un match où on ne sait absolument pas qui a gagné le match. Personne n'est en mesure de dire qui a exactement gagné le match. Donc, c'est quand même fort. Parce que pour tous ceux qui ont quand même fait du basket, savent que normalement, il y a quand même une feuille, un tableau. Tu finis par savoir qui a gagné. Là, aucun des acteurs présents ou des gens présents en tribune ou des arbitres, personne ne pourrait miser son PEL sur qui a gagné ce match. Personne ne connaît le score final à la fin. Donc, voilà. C'est particulier. À cause d'un arbitre qui a mal rempli. Non, c'est les gens qui ont rempli la feuille, et le tableau et tout, et l'arbitre qui a cru comprendre à quel moment la personne s'était trompée, alors que la personne elle-même ne savait pas à quel moment elle s'était trompée. Enfin bref, c'est quelque chose de très spécial. Et après, on dit que les Allemands sont carrés, mais tu vois. Ouais, bah non, là, pas vraiment. Moi, ça va pas. J'ai pas eu d'incartade avec des arbitres, contrairement à vous, mais moi, c'était la semaine dernière au foot, mais ça y est, je suis en paix avec les décisions arbitrales de la semaine dernière, voilà. Et moi, je vous livre comme la dernière anecdote que j'ai oublié de vous dire avant qu'on commence, que c'est vrai que, pareil, dernière possession quasiment, une des joueuses que j'entraîne, il y a une faute sur son bras énorme quand même sur son tir, donc je vais demander quand même à l'arbitre ce qui s'est passé. Il commence par m'expliquer que c'est elle qui est rentrée dans le cylindre de la défenseuse, avant de me préciser qu'elle shootait en reculant. Donc je sais pas comment tu peux rentrer dans le cylindre de la défenseuse tout en reculant sur un tir. En tout cas, visiblement, ça existe. Voilà. Je vous le livre. Si vous avez des explications, si vous demandez des explications précises sur des coups de sifflet, parfois, on peut avoir des réponses assez surprenantes. Allez, puisqu'on parle de surprise, on va parler d'une équipe qui est sans aucun doute la grande équipe surprise de ce début de saison. On a hésité à en parler la semaine dernière, puis on a voulu attendre une semaine de plus quand même pour voir un petit peu ce que cette équipe avait dans le ventre, jusqu'où elle pouvait aller. Sa série de victoires n'est pas terminée. On parle bien entendu des Cleveland Cavaliers, toujours invaincus après 15 victoires pour lancer leur saison. Meilleur début de saison de l'histoire de la franchise. L'un des 2 meilleurs débuts de saison all-time, si je ne me trompe pas. Deuxième, mais ils sont 3 équipes. Enfin, il y a 3. Il y a 2 autres équipes qui ont fait 15-0. C'est ça. Donc, sinon, les Warriors ont fait 24-0. Voilà, donc les Warriors, donc 24-0, effectivement, là pour l'instant, Cleveland en est encore loin. Par contre, les Cavs auront l'opportunité demain soir, donc mardi soir, auront l'opportunité de devenir seul deuxième de ce classement prestigieux, parce qu'il y a un match au sommet contre les Boston Celtics, où voilà, je pense qu'on aura tous et toutes des yeux braqués sur ce match pour voir un petit peu ce que peut faire cette équipe de Cleveland. On imagine que Boston a aussi fini par entourer ce match sur leur calendrier en se disant il va falloir qu'on montre un petit peu qui sont les vrais cadors de la conférence Est. En plus, je me permets de préciser, c'est un match de NBA Cup. Donc la NBA est ravie. Antoine est payé par la NBA pour nous rappeler la NBA. Parce que j'attends l'invitation à Abu Dhabi, moi, sur un des matchs. C'est mon objectif. Donc la NBA Cup, voilà, affiche au sommet entre Cleveland et Boston. Pardon Théo.
Non, mais tu fais bien de le rappeler. Donc, double intérêt pour ce match de mardi soir. Allez, je connais, je pense, la réponse à ma première question, mais tout simplement, est-ce que vous imaginiez Cleveland, alors, sur lequel je pense que tous les trois, on était quand même plutôt de l'avis que c'était une bonne équipe et que le changement de coach devrait leur permettre d'être meilleurs cette année. Mais est-ce que vous auriez imaginé quand même un début de saison aussi canon pour les Cavaliers? Non. Non, pas aussi. 15-0, c'est ridicule presque. Ça, c'est assez fou de se dire qu'ils n'ont toujours pas perdu un match. Même avec le fait d'avoir la même équipe ou presque que l'année dernière, même avec le fait qu'on se doutait que Kenny Atkinson pouvait apporter des choses qui manquaient sous Bickerstaff. Je continue de défendre un peu la legacy de Bickerstaff avec Cleveland. Je sais que c'est pas le coach le plus populaire ici-bas, mais il fait du bon travail à Détroit et il a fait du bon travail avec Cleveland. Mais par contre, il y avait besoin de quelque chose d'autre pour passer un cap. Clairement, là, Atkinson, il a trouvé les ressorts et les modifications dont on va parler sans doute après. Mais non, grosse surprise. Et je pense je les voyais bien commencer top 4, top 5. La blessure de Strus, on se demandait si ça allait pas les pénaliser un petit peu. Au final, ils ont trouvé encore d'autres armes pour performer. Et non, voilà. Réponse très simple, oui. Et très, très grosse surprise de les voir à 15-0. Non, moi, évidemment, pareil, je ne m'attendais pas à ce que Cleveland soit comme ça. Alors, de toute façon, on ne se pose jamais vraiment la question de quelle équipe va commencer avec telle série de victoires, etc. Mais je vais prendre le fait 15-0. Donc, on l'a dit, il n'y a que 3 autres équipes qui l'ont fait dans l'histoire. C'est 3 équipes qui sont allées en finale NBA. Donc, a priori, des équipes très fortes. Moi, je voyais Cleveland comme une équipe forte. J'étais assez d'accord pour dire que ça allait être un vrai outsider à l'Est et une vraie bonne équipe, mais là 15-0 ça te laisse penser que c'est une excellente équipe, que c'est une équipe candidate au titre, et c'est pas ce que j'aurais vu avant le début de saison. Pareil, là on peut penser que Cleveland a priori est parti pour éventuellement chatouiller les 60 victoires sur une saison. C'est pas quelque chose que j'aurais imaginé avant le coup d'envoi de la saison. Donc oui, aussi assez surpris de voir les Cavs aussi dominants, aussi réguliers, surtout dans l'excellence. Parce qu'à la limite, qu'ils soient très bons par moment, c'est possible, mais aussi réguliers dans l'excellence sur un mois entier, non, j'aurais pas imaginé Cleveland aussi haut. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est parmi les équipes qui passent d'un statut à un autre comme ça, d'une saison à l'autre, souvent c'est quand même parce qu'il y a par exemple un changement dans le roster majeur, un joueur qui arrive en plus. Là, ce qui est impressionnant, c'est que finalement, comme tu le disais, Shai, l'effectif a quasiment pas changé. Ce qui a vraiment changé, c'est le coach et la manière de jouer de cette équipe des Cavs. Et c'est en ça que je trouve que ce début de saison est quand même remarquable, parce que même l'an dernier, on n'arrêtait pas de dire il y a du talent dans cette équipe, il y a vraiment des bons joueurs, il y a Evan Mobley, peut-être un franchise player s'il arrive à débloquer des choses, notamment dans le secteur offensif. Tu as 2 des meilleurs arrières, sans doute, de toute la conférence, avec Donovan Mitchell et Darius Garland. Il y a des shooters, il y a Jarrett Allen qui est un excellent défenseur. Bref, il y a tout un tas de pièces qui sont là, qui font que cette équipe était bonne l'an dernier. C'était pas une mauvaise équipe, en fait, mais tu sentais qu'elle avait du mal à performer, notamment offensivement, où tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que ce soit alors on se posait la question, est-ce que c'est encore possible de jouer avec les 2 grands, avec Jarrett Allen et Evan Mobley? Est-ce que Evan Mobley a besoin de s'inventer un tir à 3 points pour que ça puisse marcher? Est-ce que il faut choisir entre Darius Garland et Donovan Mitchell? Au bout du compte, avec la patte quand même Kenny Atkinson, en très peu de temps, parce que finalement entre la pré-saison et le début de la saison régulière, ça va assez vite, tu as l'impression qu'il y a tout un tas de choses qui ont été débloquées, qui ont été réétablies. Là, franchement, en regardant les matchs sur le spacing, je trouve que c'est vraiment spectaculaire, la différence de spacing qu'il y a entre cette équipe et ce qu'elle pouvait proposer l'an dernier. Parmi les choses que Kenny Atkinson a pu mettre en place, que ce soit dans les rotations ou dans le style de jeu, qu'est-ce qui vous saute aux yeux en premier? Franchement, c'est évident, parce que c'est ce qui lui a été demandé quand il est arrivé. Donc ce que je vais dire est évident, mais c'était une bonne équipe défensive, c'était une équipe parfois un peu plus légère en attaque. Tout ce qu'il a amené de ce côté-là, ça a marché tout de suite, en fait. C'est ça qui est fou. Alors, il en parle pas mal en conférence de presse, donc du coup, c'est bien, on a les éléments pour comprendre un peu ce qui se passe, mais c'est un style de jeu plus dynamique, qui vise clairement le fait de marquer plus de points qu'avant. Il y a beaucoup d'énergie. Les joueurs, parfois, changent de poste en cours de match aussi. C'est son système offensif, il fonctionne très bien. Et moi, ce qui me surprend le plus, je pense, dans ce qu'il a amené, c'est le fait qu'il ait réussi à rendre les joueurs, certains joueurs en tout cas, d'un côté plus impliqués dans le jeu offensif. Donc Evan Mobley, par exemple, il avait dit que c'était une de ses priorités. Et là, sans forcément tout exploser au niveau du scoring, il est impliqué sur toutes les séquences.
Il sert de relais, parfois il est à la finition et c'est quand même très très intéressant. Et Donovan Mitchell qui parfois avait un peu le syndrome obligatoire presque parce qu'il y en avait besoin, mais du sauveur et qui doit marquer 45-50 points. Là, Mitchell, on en reparlera peut-être après, mais il a signé un contrat énorme qui sous-entendait peut-être qu'ils allaient insister dans ce sens-là. Sauf que moi, je trouve qu'il est beaucoup plus en contrôle. Je le trouve plus altruiste. Dans ce qu'on voit, ce qu'on veut bien nous montrer en tout cas, il est plus leader aussi dans la communication avec les autres. Et moi, ce qui me surprend, c'est que chaque joueur individuellement, même là où il y avait peut-être des possibles nœuds à se faire au cerveau avec Garland et sa situation, Mitchell son statut, Mobley l'obligation de passer un cap, Jarrett Allen où ça fait 2 ans que des mecs disent qu'il est soft parce qu'il s'était fait manger sur une série, il est très bon aussi. C'est la manière dont il leur a à la fois donné confiance en attaque et individuellement dans ce qu'ils sont capables de terrain. Ça, je m'attendais pas, c'est la vitesse à laquelle il a réussi à implémenter ça qui me surprend. Ouais, moi je dirais aussi, j'aime bien le mot dynamisme. Le dynamisme offensif des Cavs, ça lâche la balle plus vite. Je trouve ça, il y a plus de danger parce que et ça va de pair, c'est moins prévisible en fait. Si tu regardes les Cavs de l'an dernier, c'est un peu. T'as raison, Shai, d'ailleurs, de défendre la legacy de Bickerstaff, qui faisait un peu figure facilement de bouc émissaire parce qu'il avait quand même, mine de rien, des qualités et il a apporté des choses à cet effectif des Cavs. Tu sais, tu parlais d'effectifs qui n'ont pas changé et qui progressent d'un coup. Il y a quand même une autre équipe dans l'histoire récente. C'est une comparaison un peu osée et elle a ses limites. Les Warriors de 2014 à 2015, il y a juste un changement de coach, mais c'est un changement de coach qui change tout. Et j'aime bien ce parallèle. Il y avait Mark Jackson, tu vois, qui a vraiment amené une rigueur défensive et qui a créé quelque chose, mais on voyait des lacunes en attaque parce qu'on se disait, mais comment ça, il n'arrive pas à faire mieux évoluer que ça. Alors après, Curry n'avait pas encore la même ampleur, Klay Thompson non plus, donc c'est un peu injuste, mais il avait, tu vois, par exemple, il ne se servait pas de Draymond Green, tout ça, et Steve Kerr est arrivé, il a débloqué tout un truc, il a créé cette attaque en mouvement, et les Warriors sont passés de 51 à 67 victoires. Alors, les Cavs n'ont pas de Stephen Curry, donc je ne prévois pas aux Cavs une nouvelle dynastie ou des titres ou même des finales NBA, mais il y a un peu ce truc de Steve Atkinson. On sentait qu'aux Cavaliers, il manquait un espèce de stratège qui peut vraiment mieux employer tout le monde en attaque. Et c'est exactement ce que Atkinson il est venu apporter en fait. Il y a plus de collectifs, plus de circulation de balles, il y a des très belles séquences de jeu à Cleveland, donc il y a des meilleurs tirs, donc il y a de la bonne adresse. Mobley, le rôle de Mobley, on n'est pas comme Draymond Green avec Steve Kerr, où Steve Kerr a complètement débloqué un Draymond Green qui ne servait à rien, qui était utilisé en poste 3. Là, Mobley, il avait quand même déjà montré des choses, mais Atkinson l'utilise mieux. Ça a été de toute façon une de ses prérogatives pour être pris même en tant que coach des Cavaliers. Alors, il a dû vachement axer son projet là-dessus. Et voilà, tout ce truc offensif fait que aujourd'hui, les Cavs, c'est la meilleure attaque de la ligue en termes d'efficacité, en termes de points marqués sur 100 possessions. Et ça, c'est une énorme progression. L'an dernier, les Cavaliers avaient la 7e défense. Ils ont aujourd'hui encore la 7e défense. Ça n'a pas bougé. Par contre, ils marquent 8 points de plus sur 100 possessions d'une saison sur l'autre. Et ça, pour moi, tout ça, c'est lié au système d'Atkinson, cette volonté de lâcher la balle plus vite, d'être moins axé sur juste du pick and roll dans l'axe avec tes deux porteurs de balle. Le truc, voilà, t'as l'impression que tu t'es pas cassé la tête. Ah tiens, j'ai 2 bons arrières, ils vont jouer des pick and roll, quoi. Non, merci, ça va, ça marche qu'un temps. Atkinson, justement, il a été assistant de Steve Kerr au Golden State Warriors. Entre autres. Il a évidemment une influence, entre autres. Parce que je regardais son CV un peu tout à l'heure. Bon, on sait le passé récent, on le sait, la très belle expérience avec Brooklyn qui était cool et il avait été injustement lâché d'ailleurs. On a vu ce que ça a donné après quand il est parti, mais donc il était avec Steve Kerr effectivement chez les Warriors, il a été aux Clippers avec Ty Lue, il a été à Atlanta avec Budenholzer. Ce qui est intéressant parce que moi, cette équipe, elle me rappelle un peu plus Atlanta 2015 que certaines autres équipes. Il a été au Knicks avec D'Antoni, donc il a plein de il y a un cocktail intéressant qui se met en place. Et qui fait parfois se demander comment il n'a pas retrouvé. Alors, il a retrouvé un job relativement rapidement à l'échelle d'une vie et d'une carrière NBA, mais c'est un super coach, quoi. Là, on le voit juste sur ce petit échantillon. Déjà, c'est tout ce qu'il apporte, ça a du sens par rapport à ce qu'il a vécu avant. Et j'ajoute, il a aussi été assistant de Gordon Herbert au Paris Basket il y a longtemps, qui est aussi Gordon Herbert, qui est aussi un des meilleurs entraîneurs, je pense, du champion du monde avec l'Allemagne. Exactement. Et oui, en fait, le parallèle avec les Warriors, il est parfait, Antoine, parce qu'effectivement, c'est à ça que ça fait penser, parce que non seulement c'est un petit peu, comme tu as dit, on change le coach et puis tout à coup on débloque l'attaque, mais même la manière de le faire, en fait, c'est par les mêmes moyens, c'est en augmentant le rythme. L'an dernier, les Cavs, je crois, ils étaient 24e sur 30 en termes de pace sur le rythme offensif. Cette année, ils sont
ils sont dans le top. Je sais plus s'ils sont premiers ou dans les 5 premiers. Ils sont très hauts. Et donc, effectivement, il y a beaucoup plus de mouvements de balles, beaucoup plus de mouvements de joueurs. Et ce que je trouve brillant, parce qu'effectivement, on sait que quand les Cavs ont fait passer des entretiens aux entraîneurs potentiels qui pouvaient reprendre derrière Bickerstaff, la question qui leur a été posée à tous, c'était de montrer à la franchise comment ils comptaient s'y prendre pour débloquer l'impact offensif d'Evan Mobley. Et ce qui était très intéressant, c'est que je disais que ce qu'avait fait Kenny Atkinson, il avait pris des images de la série contre les Celtics quand Jarrett Allen était blessé et où le jeu était beaucoup plus passé par Mobley. Et en fait, ce qui est intéressant quand on regarde les stats, c'est qu'il prend un peu plus de tirs que l'an dernier, mais c'est pas énorme, et c'est pas lui qui prend le plus de tirs dans cette équipe de Cleveland. Par contre, ce qui a augmenté, c'est son usage rate. C'est-à-dire on passe beaucoup plus par lui, et en fait, je trouve que c'est une manière assez brillante, finalement, de pouvoir avoir du spacing avec ces deux grands, sachant que Evan Mobley n'est pas encore un shooter à 3 points suffisamment fiable, et même en termes de volume pour pouvoir vraiment créer du spacing. En fait, il crée du spacing en étant l'un des playmakers de cette équipe. Et là, effectivement, on trouve offensivement... Enfin, je veux dire, c'est un joueur qui a des qualités de dribble et des qualités de playmaking qui sont assez exceptionnelles, en fait, pour sa taille. On le savait en défense. On était étonné, notamment durant sa saison rookie, de le voir défendre parfois sur les extérieurs et pas simplement tenir le temps que, après avoir changé, tenir le temps que le porteur de balle lâche la balle, mais vraiment défendre comme un... tenir les duels même sur les extérieurs. Et limite, maintenant, il est en train de faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que si tu switches en face, il est capable d'attaquer sur un petit, ou il est capable de punir un grand par sa vivacité, etc. Et ça, je trouve que c'est assez brillant parce qu'en fait, ça veut dire aussi que tout l'effectif a accroché au discours d'Atkinson. On voit il y a beaucoup plus de coupes, il y a beaucoup plus d'échanges de ballons. Un jeu qui fait penser à celui des Warriors, toute proportion gardée, avec des profils de joueurs différents. Et je trouve ça impressionnant que finalement, encore une fois, qu'Atkinson ait réussi à mettre ça en place aussi rapidement. Et l'an dernier, on se posait beaucoup de questions sur Darius Garland qui avait l'air de faire la tête. En même temps, il n'a pas été bon, faut le redire. En playoff, il n'a vraiment pas été bon, il n'a pas été dans ses standards. On se demande, est-ce qu'on peut vraiment garder les deux ? Moi-même, j'étais assez sceptique et je le reste peut-être encore un petit peu, notamment dans l'optique des playoffs. Et surtout, on se demandait, est-ce qu'ils ont envie de jouer ensemble, ces deux-là ? Alors, quand tu commences avec 15 victoires, tout le monde a le sourire, mais manifestement, et on le sait, parfois, c'est des vrais effets, des effets boule de neige où tu commences sur une bonne dynamique, tout le monde s'y retrouve. Il y a des moments, c'est Mitchell qui a été décisif. Là, sur les derniers matchs, c'est Garland qui a été extraordinaire. Il y a des matchs où c'est Mobley qui a tiré son épingle du jeu. Tout le monde est content, tout le monde a le sourire. Et ça peut mener plus loin qu'on ne pense. La différence pour Mobley, quand même, c'est que l'année dernière, là, c'est qu'il est dans le playbook, en fait, tout simplement. L'année dernière, il n'était pas impliqué sur les séquences offensives. Alors peut-être parfois de son fait, parce qu'il n'arrivait pas à se montrer, à se rendre disponible, mais là, on voit qu'il est sur dès qu'il y a des systèmes mis en place, il est dedans, en fait. Que ce soit pour remonter un peu la balle, que ce soit pour juste de donner un ballon ou à la finition, il est dedans, il est impliqué. Donc ça fait une différence gigantesque. Il commence à prendre confiance aussi. Alors, pour l'instant, c'est que 33%, c'est pas un shooter d'élite, hein, mais il commence à prendre un peu confiance à 3 points. C'est-à-dire que s'il devient... ne serait-ce qu'un peu menaçant et que les mecs ils sont obligés de défendre un peu sur lui, ça change aussi beaucoup de choses. Au niveau du stretching, 33%, pour l'instant, c'est son meilleur pourcentage en carrière. Il est même à 37. Il est à 37. Je me suis arrêté. Il en a remis depuis. J'avais noté les stats. En fait, l'échantillon est extrêmement faible parce qu'il en prend moins de 2 par match, quoi. Donc c'est presque pas. Mais c'est un truc qu'il est capable de développer parce que ce qui était sa force déjà en arrivant, et ce que disaient tous ses coachs, que ce soit à USC ou même Bickerstaff, c'est que c'est la fameuse éponge. Il apprend très très vite et il est capable de très vite tout retranscrire sur le terrain. Donc c'est son potentiel. Là, on est en train seulement de l'effleurer, de le voir atteindre petit à petit le potentiel. Et on n'a pas tout vu, à mon avis. Là, il fait une saison de calibre All-Star. En défense, t'en as parlé, Théo, il est déjà dans la discussion pour le meilleur défenseur de l'année. C'est l'évolution. On avait ciblé que ce serait quelque chose que c'était un joueur clé pour l'évolution des Cavs. Et pour l'instant, c'est presque au-delà de toute espérance. En fait, ce qui est intéressant, après je te laisse la parole, Antoine, c'est que en le responsabilisant par la création, ça lui permet de gagner du temps parce que sur le tir à 3 points, il faut de la répétition, ça va se mettre en place. Il n'y a pas de raison que ça soit pas un bon shooter à 3 points à terme, en fait. Il a la mécanique pour. Mais ça prend quand même du temps. Et là, en fait, en le mettant au cœur de l'attaque comme ça, en l'impliquant
en l'impliquant de cette manière-là, ça fait que tu es obligé de le respecter, tu es obligé de défendre sur lui, et ça permet aux Cavs d'avoir du spacing tout de suite, en attendant de voir si, à terme, ces 37%, c'est quelque chose qui peut être réplicable sur un plus gros volume. Parce que tu as raison, en fait, Antoine, on sait aussi que les défenses, finalement, c'est pas tant les pourcentages qu'elles vont respecter, c'est le volume. C'est ça vraiment qui va faire la différence entre un mec qu'on est capable de laisser tout seul, parce que, finalement, c'est comme à Ford, en fait. C'est un excellent shooter à 3 points, mais finalement, pardon, les équipes auront toujours plus peur d'un shooter qui a un moins bon pourcentage qu'à Ford, mais qui va en prendre plus, que de Ford où tu te dis, bon bah, au pire, il en met 2. Alors, si c'est dans les 30 dernières secondes du match et que ça se jouait à une possession, c'est casse-pied, mais tu vas pas changer ton plan défensif juste pour dire, bon, bah, alors Ford, il faut qu'on défende sur lui, parce que tu sais qu'il va pas en prendre plus de, je sais pas combien il est par match, mais tu vois, là, pour le coup, l'an dernier, je sais pas combien il était par match, mais c'était pas un gros volume, quoi. Et justement, c'est marrant, j'allais prendre la comparaison avec Al Horford. J'allais dire, je pense que je m'attends jamais à ce que Evan Mobley soit un gros shooter à 3 points, mais peut-être qu'à un moment, il sera comme Al Horford. Là, il en prend quand même 5 par match, Al Horford. Tu vois, il est à 45%. Mais bon, je me dis que justement, Al Horford, ça lui a pris du temps avant d'être ce shooter. Oui, et ça rejoignait ton idée de, bah ouais, d'abord, tu trouves d'autres moyens, ce qui se passe actuellement. Puis après, Mobley sera peut-être un peu plus adroit qu'Al Horford, d'ailleurs, peut-être un petit peu plus dangereux. Je pense pas qu'il sera un jour un Kristaps Porzingis. Qui sait, est-ce qu'il arrivera à faire vraiment ce que Brook Lopez faisait? Mais je me dis pas que l'essentiel de son jeu sera sur le 3 points. Et je trouve ça exactement, comme vous avez dit, finalement intéressant de trouver d'autres manières de le responsabiliser. Et je trouve que même dans l'ensemble, tous les joueurs des Cavs ont plus le ballon, en fait, ont plus l'occasion de sentir la balle. Et je sais plus pour quelle équipe on parlait ce matin dans le CQFR, ça, ils se disaient, mais tu peux pas être juste un plot dans un corner parce que ça marche pas, et que si tu dois juste, oui, c'était pour les Mavs, si tu dois juste à un moment réceptionner, tirer, c'est très dur, en fait. Il y a que Kyle Korver ou des mecs comme ça qui savent faire ça. T'as besoin d'être en rythme, mais pour être en rythme, t'as besoin de sentir le ballon, t'as besoin de courir, de pouvoir dribbler, poser quelques dribbles, être impliqué vraiment dans le jeu. Et c'est ce qui se passe à Cleveland. Tout le monde est impliqué dans le jeu, donc tout le monde est plus adroit. Ça peut être une de leurs limites, d'ailleurs. Aujourd'hui, les Cavaliers, je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde déjà certaines limites, mais c'est l'équipe la plus à droite de loin au tir, 52%, et la plus à droite de très loin à 3 points, 42%. Et là, pour moi, c'est un petit bémol. En fait, leur grosse performance offensive actuellement, et vu qu'on est dans le thème du 3 points, je me permets d'élargir un peu. Donc, on a parlé de Mobley à 3 points. Donovan Mitchell, il est à 42% en 9 tentatives. C'est de loin la meilleure performance de sa carrière. Il n'a jamais atteint les 40% de Donovan Mitchell. Là, il a 42 en 9 tentatives. Darius Garland, il est à 45% en 7 tentatives. Pareil, c'est de loin la meilleure performance de sa carrière. Caris LeVert, 46% en 4 tentatives. Encore une fois, de loin la meilleure performance de sa carrière. Et Ty Jerome, qui est l'une des révélations de ce début de saison, il est carrément à 54%. Donc, je pense que tout ça, ça va finir par se réguler un petit peu. En fait, je pense effectivement, et je crois que même Kenny Atkinson, on avait conscience, j'ai vu qu'il en avait parlé avec la presse, il s'attend effectivement à ce que ça se lisse, en fait, ça, quand même, là, les pourcentages sont exceptionnels, en fait. Tu sais que tu peux pas compter sur ça, sur toute une saison. Par contre, ce que tu sais aussi, c'est que si ton équipe, elle est dans le top 10 en attaque, top 10 en défense, tu peux aller très très loin, quoi. Et défensivement, cette équipe, elle est vraiment solide, je trouve. Et ce qui la différencie d'autres équipes qui ont essayé de jouer avec deux grands, comme par exemple les Wolves avec Rudy Gobert et Karl Anthony Towns, c'est que là, tu as deux excellents défenseurs qui peuvent tous les deux, en fait, changer sur les écrans et qui peuvent tous les deux protéger le cercle. Et en plus, qui sont... je trouve que leur entente défensive, elle est assez impressionnante, en fait, dans leur manière de couvrir les espaces et de protéger le cercle. Donc, c'est vraiment une équipe, au bout du compte, qui est un petit peu atypique dans sa construction. Et c'est là, en fait, où ça sera vraiment très intéressant une fois que ces pourcentages à 3 points vont se lisser, parce qu'effectivement ça va être le cas. Ils peuvent faire une saison historique malgré tout, individuellement, je veux dire. C'est pas impossible que Donovan Mitchell fasse sa meilleure saison à 3 points par exemple de sa carrière, c'est pas impossible du tout, mais ça va quand même rentrer un peu dans le rang. Et là ça sera encore plus intéressant de voir l'évolution d'Evan Mobley offensivement, de voir si le jeu continue à passer tout autant par lui, de voir si lui maintenant il sera capable de réexploiter des avantages, de refaire la différence, de recréer des espaces pour les joueurs autour de lui. La saison, je la trouve passionnante en fait, cette saison pour Cleveland, parce qu'au début de l'année, je vous aurais dit, bon, s'ils partent bien, de toute façon, c'est comme une des équipes où je me suis dit, si vraiment elle veut passer un cap, il faut qu'il y ait un trade qui soit fait.
Là, quand ça part comme ça, il y aura pas de trade. Je vois pas de trade se profiler. Ils vont certainement essayer de se renforcer un peu à la marge, mais là, il faut qu'ils sachent en fait jusqu'où ils peuvent aller avec ce groupe. Et moi, j'ai vraiment hâte de découvrir jusqu'où ils peuvent aller avec ce groupe. Le trade possible, à un moment, ça aurait été Garland, mais là, il joue à un tel niveau que c'est quand même compliqué. Sinon, Mitchell a prolongé, Jarrett Allen a prolongé et ils sont aussi irréprochables. Moi, mes petites interrogations ou curiosités pour la suite, c'est plutôt là, défensivement, ça se passe très bien et Allen et Mobley sont à un niveau vraiment très très élevé. C'est plutôt dans les matchs chauds, en playoff et tout, quand il y a quand t'es joueurs du backcourt, c'est Mitchell et Garland qui eux sont un peu plus ciblés en général parce que c'est pas des défenseurs d'exception, c'est des attaquants d'exception dans des registres un peu différents. Mais voilà, moi c'est plus ça l'interrogation. Mais là c'est assez lointain. Je suis pas sûr qu'on voit les soucis arriver rapidement. Et même si ça se lisse comme tu l'as dit, l'intérêt c'est que tout le monde est impliqué. Ce que tu disais Antoine, c'est que tout le monde se sent concerné. Le banc notamment, ça fait une très grosse différence parce que un coup c'est Ty Jerome, même George Niang, Caris LeVert qui en efficacité est peut-être un prétendant au titre de 6e homme de l'année déjà. Ils sont tous impliqués, ils sont même, je sais plus, je crois qu'ils se nomment la Bench Brigade ou un truc comme ça. Tu vois, il y a une espèce de truc qui s'est créé autour de ça. Et que ce soit les titulaires ou les remplaçants, s'il y en a un qui a un jour moins, un jour sans, toi, par exemple, Donovan Mitchell, il fait sa saison la moins productive depuis pas mal de temps au scoring. De temps en temps, il est mis au repos. Ils savent que Garland, c'est un soir où il va mettre 35 points, que les remplaçants vont avoir des coups de chaud et mettre leurs dizaines de points chacun. Le fait que tout le monde soit responsabilisé, qu'il soit beaucoup moins dépendant du gros scoring de Mitchell comme c'était le cas depuis qu'il est là, et il faut dire qu'il est très bon depuis qu'il est à Cleveland. Moi, c'est un joueur sur lequel j'ai eu pas mal de doutes par le passé, mais à Cleveland, il fait des bouts de saison et parfois presque des saisons entières où il est top 5, top 10 MVP presque dans la discussion en tout cas, mais ils sont moins dépendants de lui et je pense que Atkinson veut vraiment insister là-dessus que Mitchell devienne un joueur plus efficace, moins sollicité physiquement parce qu'il a aussi des petits soucis et qu'il arrive à 2000% en playoff. Je pense que c'est un peu ça l'objectif, parce que c'est ce qu'il avait évoqué. Donc moi, le fait que tout le monde soit impliqué, Mobley, Allen, Garland, tous, avec Max Strus qui va peut-être revenir à un moment dans pas très longtemps, je crois que c'était 6 semaines d'absence qui étaient annoncées dans un premier temps, ils ont, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a un éventail assez large, et puis les victoires appellent les victoires, la confiance appelle la confiance, et à un moment, ils vont perdre. Moi, c'est la blague avec Antoine, tous les matins, à chaque CQFR, je dis, la défaite contre les Celtics, elle arrive, c'est maintenant. Même si historiquement, les séries de victoires sont généralement des équipes plus faibles ou inattendues qui veulent juste faire un petit coup d'éclat. Je pense que ça va s'arrêter. Mais par contre, le bilan, je veux dire, ils ont déjà pris de l'avance, une énorme avance sur des équipes qui sont censées les concurrencer pour les 3-4 premières places. Les Milwaukee, Philadelphie, il y a vraiment une belle avance déjà. Donc moi, je suis sur la saison régulière, en tout cas, pour l'instant, je vois pas vraiment d'inquiétude poindre et il y a vraiment que du positif pour les Cavs. Moi non plus sur la saison régulière. En fait, là, qui termine à 65 ou à 55 victoires, c'est ce que je disais un peu ce matin, c'est que ça fait presque plus de différence pour moi. J'ai envie de dire, la différence, s'ils finissent à vraiment plus de 60 victoires, ça montre, mais j'ai l'impression qu'on le voit déjà, c'est qu'en fait, Atkinson, il t'apporte un truc, c'est qu'il va trouver des solutions en fonction de ce qui est à sa disposition. Et c'est important pour les playoffs de savoir que tu as un coach qui va s'adapter à une situation et va trouver une solution. Et que les Cavaliers sont des ressources à la fois tactiques et aussi en termes de joueurs. Comme on a commencé à parler du banc, je trouve que c'est vraiment une vraie belle équipe au niveau de la rotation. Il y a la rotation à 8 des Cavaliers, elle est très bonne quand même quand tu rajoutes Max Strus. Donc ça, je trouve ça cool. Mais là, maintenant, aujourd'hui, si cette équipe, elle en gagne 65 ou 55, tout ce qu'on a cité, c'est très beau, c'est sympa, mais en fait, en playoff, déjà, le jeu est différent. Et 2, les joueurs se comportent différemment. Et moi, ce que j'espère quand je vois ce dont on parle sur les Cavs, ce dynamisme, cette volonté de partager la balle, cette volonté d'être moins prévisible, etc. Est-ce que ça... On sait que quand tu es dans l'adversité, quand il y a un style de jeu différent, des fois, tu te reposes naturellement sur des... Il y a des équipes qui arrivent à se reposer sur leur principe de jeu, et il y en a d'autres, et c'est quand même une majorité de cas, qui vont finir par passer la balle à leur star. En playoff, on sait que c'est souvent comme ça. Et moi, ce que je me demande pour les Cavs, c'est est-ce qu'une fois arrivé au stade des playoffs, et peut-être notamment même au stade du 2e tour, je me permets même d'arriver 2e tour, voire peut-être 3e tour, si on se dit que Cleveland va jusqu'en finale de conférence, est-ce qu'il n'y aura pas une envie naturelle par moment de se retourner vers « Ah, attendez, le jeu est plus lent, on passe la balle à Mitchell et on oublie un peu nos principes, tu vois. » Et si Cleveland ne tombe pas là-dedans, je pense que les Cavs ont la 2e meilleure équipe à l'Est. Tu vois, et là, dans ce cas-là, si tu es la 2e meilleure équipe à l'Est,
tout peut arriver en fait sur une série contre Boston, même si tu vois, où tu te dis au meilleur des 7 matchs, oui, les Celtics sont sans doute meilleurs, mais tu sais pas, il peut y avoir des blessés. Tu es la deuxième meilleure équipe à l'Est, donc tu as des raisons de pas partir perdant. Tu n'es pas la quatrième meilleure équipe qui est arrivée en finale de conférence. Tu n'es pas Indiana l'an dernier, non, tu es la deuxième meilleure équipe à l'Est. C'est le choc de la conférence Est en finale de conférence. Bah non, tu vois, j'ai des raisons d'y croire. Mais voilà, je me demande, est-ce que tout et c'est pour ça que presque là j'ai envie de fast forward. Je dis pas que tout le reste de la saison de régulière des Cavs ne m'intéresse plus, mais j'ai l'impression qu'on a déjà vu ce qu'il y avait vraiment à voir et que maintenant on veut voir est-ce que tout ça peut se transposer en avril quand le style est différent, quand la pression est différente. En fait, ce qui est intéressant c'est que tu as totalement raison dans ce que tu soulignes là sur la manière dont jouent ces équipes, et ça a aussi été la limite en fait. On a vu que les belles saisons régulières, enfin les belles équipes de saison régulière qui sont basées sur un système, ça va jamais au bout. Quand je dis ça, je pense à l'équipe d'Atlanta dont tu parlais, Shai, et je pense aussi au Jazz avec Donovan Mitchell justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ce qui fait la spécificité de cette équipe, c'est que pour l'instant, le succès vient du système et de la manière dont l'équipe ronronne, d'une certaine manière, dont ça roule en attaque et en défense. Mais je trouve qu'à la grande différence de l'équipe d'Atlanta dont on parlait tout à l'heure, cette équipe elle a un joueur qui est capable de faire gagner 1 ou 2 matchs, voire une série de playoffs à son équipe, et c'est Donovan Mitchell. Et en comparaison à l'équipe du Jazz dans laquelle Mitchell a joué et qui a quand même été premier de la conférence Ouest, je trouve cette équipe mieux équilibrée en fait que l'équipe d'Utah à l'époque. C'est-à-dire que, alors je sais que c'est Rudy Gobert, on avait pris plein la tête parce que voilà, il pouvait pas rester sur le terrain en fin de match, etc. On va pas revenir sur tout ça. Mais défensivement, c'était catastrophique cette équipe d'Utah en fait. En play-off, il y avait trop de joueurs faibles défensivement autour de Rudy Gobert. Je trouve cette équipe des Cavs mieux armée défensivement autour de Donovan Mitchell. Je trouve qu'il y a plus de bons défenseurs. Mais par contre, la question, c'est pour ça, il est exceptionnel sur ce début de saison, Darius Garland. Mais moi, vraiment, en fait, j'espère qu'il va me faire mentir, mais parce que c'est vraiment, je trouve, potentiellement le vrai point faible de la défense de Cleveland. Ça tourne autour de lui. Parce qu'en fait, tu peux avoir un joueur en deçà, tu vois, parce que finalement, Donovan Mitchell, c'est pas un défenseur d'élite, on est d'accord, c'est un piètre défenseur. Tu peux essayer de l'attaquer. Si c'est le seul joueur que tu essaies d'attaquer, tu peux te débrouiller quand même pour masquer, pour couvrir des choses. L'an dernier en playoff, c'était un petit peu, encore une fois, je sais que ça définit pas la carrière de Darius Garland, les playoffs de l'an dernier, mais il était à côté de la plaque en attaque et défensivement, c'était catastrophique. Et c'est vraiment ce qui a plombé finalement les espoirs de Cleveland de pouvoir aller plus loin. Donc, j'ai encore des questions. Je me pose des questions encore sur la capacité de cette équipe de Cleveland à tenir le choc en play-off face à des équipes qui seront mieux préparées, mieux armées, face à des équipes qui seront systématiquement meilleures aussi de match en match. Mais par contre, offensivement, je pense que justement, la force de cette équipe, c'est qu'elle peut se reposer sur le système et en même temps se dire, dans un moment dur, dans un moment chaud, on a un joueur qui est capable de nous faire gagner. Et c'est intéressant de voir notamment que dans la manière dont les matchs se jouent pour Cleveland, souvent Evan Mobley est très impliqué au début de match et Donovan Mitchell est moins impliqué en début de match, ce qui lui permet d'être plus frais en fin de match. Et ça, cet équilibre, je le trouve hyper intéressant dans l'optique des playoffs. Et il peut se retranscrire cet équilibre, on peut l'appliquer à toute la saison parce qu'ils ont expliqué qu'ils voulaient économiser Mitchell justement pour qu'il arrive frais. Si Mitchell parfois a peut-être pas pu totalement faire renverser des séries de playoffs, c'est peut-être aussi parce qu'il était cramé d'avoir fait des matchs à 50, 60 et quelques. Là, l'objectif, c'est vraiment qu'il arrive frais et qu'il soit pas le seul à être capable d'avoir des coups de chaud. Et j'en reviens à Darius Garland, moi que j'aime beaucoup et j'étais un peu déçu forcément de sa saison dernière. Et j'en étais venu un peu à la conclusion que c'était lui la variable d'ajustement et peut-être qu'il serait mieux ailleurs, que les Cavs seraient mieux avec un autre profil de joueur. Mais je fais confiance à ce qu'il a dit récemment, c'est-à-dire qu'il a expliqué sa saison dernière. Certes, la situation contractuelle, bon ça c'est le quotidien des joueurs NBA, mais il a enchaîné des trucs. C'est-à-dire qu'il a eu sa fracture de la mâchoire et il a eu une blessure ailleurs qui l'a empêché de revenir au niveau de la saison où il avait été All-Star. Alors après, il y a les drames de la vie perso, il perd sa grand-mère dont il est ultra proche, machin. Il a dit que ça l'avait perturbé, que c'était compliqué sur le terrain. Par contre, là, pour moi, il est tellement fort offensivement qu'il a juste à être correct en défense pour que ça suffise. Il n'était pas du tout correct en défense la saison dernière, on est d'accord là-dessus. Mais pour moi, je fais une comparaison un peu, c'est pas les mêmes joueurs, mais
Kyrie est tellement fort en attaque que pour pas être un handicap, il a juste à être correct en défense. Et il l'a été sur la campagne dernière. Et pour moi, un Garland peut totalement, avec l'aide d'un coaching staff évidemment et des coéquipiers qui sont très forts en défense à côté de lui, il peut être ce joueur juste correct qui est, je trouve, vraiment très très fort en attaque. Je crois qu'il était il y a pas longtemps, c'était le meilleur au pourcentage au niveau des drives vers le cercle. C'était le 2e ou 3e joueur le plus prolifique dans les 4e cartons ou dans le money time. Là, bon, son pourcentage à 3 points, je pense pas qu'il va rester à, je sais plus combien tu nous avais dit, Antoine, 46, 45. Ouais. Bon, ce serait incroyable, hein, s'il fait une saison à 45% à 3 points, il en prend 6 ou 7 par match, ce serait dingue et il passerait encore à un autre statut de joueur. Mais moi, j'ai plutôt confiance en Garland. Je comprends que ce soit le joueur qui soit un peu facteur X dans un sens ou dans l'autre. Là, ce qu'il m'a montré là pour l'instant, peut-être aussi avec ce nouveau coach, ça m'incite plutôt à l'optimisme pour lui et pour les Cavs. Après, moi, je reviens plutôt sur Mitchell. Je suis d'accord, ils ont ce gars qui en playoff a montré qu'il était fort en playoff, Donovan Mitchell. Tu sais qu'il peut prendre une série à son compte. Là maintenant, si on commence à parler de Cleveland comme un candidat au titre, dans ce cas-là, on doit les traiter comme des candidats au titre. Mitchell, il a quand même toujours eu la même limite. Alors, c'est un peu injuste de prendre des résultats collectifs d'un joueur et de dire, bah voilà, regarde, ce mec-là, il n'a jamais passé le second tour. Évidemment, si tu as une très bonne équipe autour, tu peux aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, les Cavs sont dans la mesure, sont en capacité d'aller jusqu'en finale de conférence. Je serais finalement pas si surpris, tu vois, s'il y avait une finale Cleveland-Boston et que même Cleveland arrachait même 2 matchs dans cette série, tu vois, je serais pas particulièrement surpris. Mais on en revient toujours un peu à ce truc de Donovan Mitchell, jusqu'où vraiment il peut te mener, à ton avis, tu vois. C'est pas, encore une fois, c'est très réducteur. Tu prends toute une équipe et d'un coup, tu te dis, bah non, mais on va regarder juste quel est le meilleur joueur de chaque équipe, tu vois. Bah, dans ce cas-là, pourquoi on ne fait pas juste un concours de 1 contre 1, tu vois. Mais est-ce que Mitchell, aujourd'hui, tu te dis qu'il peut te faire gagner une série, c'est sûr. 2, c'est possible. Est-ce qu'il te fait gagner une finale de conférence, Donovan Mitchell? Tu vois, si on reste vraiment déjà là-dessus, c'est peut-être viser trop haut tout de suite. Ils sont déjà qu'un 15-0. Tout le monde ne va pas au bout. Il n'y a que 2 équipes qui vont en finale. Il n'y en a qu'une de chaque conférence. Donc, c'est peut-être injuste tout de suite de dire, mettre une limite. Bah non, mais regarde, non, mais ils vont pas aller jusqu'en finale ils vont pas aller jusqu'en finale NBA, donc ça sert à rien. On parle pas d'eux. Ça reste un bel accessi. Et puis, si t'es en finale de conférence, encore une fois, je l'ai dit, tu sais pas ce qui peut se passer. Il y a un blessé en face. Tu peux te retrouver en finale NBA. Mais là, de base, comme ça, tout de suite, je serais tenté de te dire, Mitchell est à la fois une force et à la fois, quelque part, de mon point de vue, pas une faiblesse, mais une limite, tu vois, une limite de me dire, je sais que ce gars va être bon, mais est-ce qu'il va être le meilleur joueur vraiment d'une série en finale de conférence? Et c'est là où j'ai un peu plus de limites, mais quelque part, tu vois, il n'y est pas encore allé jusqu'à présent. Et d'un côté, c'est pas que de sa faute, et d'un côté, je dirais que c'est pas complètement un hasard non plus. C'est la limite que tu avais fixée un peu il n'y a pas très longtemps, Antoine, quand tu disais que une question, je crois que c'était dans un CQFR du week-end, c'est quoi la limite des Cavs? Et il y a toujours cette théorie de est-ce que tu as l'un des 5 meilleurs joueurs de la ligue? Est-ce que Mitchell, sur une série, sur une finale, est-ce qu'il peut être l'un des 5 meilleurs joueurs de la ligue? C'est la question. Parfois, il s'en approche, parfois, il est un peu loin. C'est ce qui est difficile, je trouve. Mais il n'en est peut-être pas si loin. Enfin, il est peut-être top 5, je dirais qu'il n'y est pas. Mais par contre, tu peux faire finale de conférence si tu es genre le 9e, 10e meilleur joueur de la ligue et que tu as une très bonne équipe autour. Tu peux aller très loin, en fait, je pense. Tu peux même, des fois, dans certains contextes, aller jusqu'en finale NBA, en fait. Tu vois, le Heat, quelque part, quand ils vont en finale NBA, bah, c'est une très bonne équipe avec un joueur qui est entre la 8 et la 11e, tu vois, ou qui est proche du... Jimmy Butler était peut-être un peu plus proche du top 5, mais et encore, tu vois, en saison régulière, il est plus complet. Non, mais je veux dire, même en playoff, Jimmy Butler, en fait, c'est même pas tant. Ah oui, là, ouais. Offensivement, Mitchell, il est tout aussi fort que Butler en playoff. Par contre, Butler est un joueur plus complet, quoi, c'est tout. Mais donc, cette formule fonctionne. C'est juste, voilà, c'est une petite limite que je mets, qui est peut-être pas tout à fait vraie d'ailleurs, mais qui pour l'instant s'est vérifiée. Je partage ton avis, en tout cas, sur le potentiel que je prêterais à cette équipe. Moi, je pense effectivement qu'elle a montré qu'elle avait le potentiel pour aller en finale de conférence. C'est pas fou du tout. J'en ferai pas un candidat... Enfin, un candidat. Si, un candidat, oui, mais j'en ferai pas l'un de mes favoris pour remporter le titre, par contre. Là, effectivement, je pense que c'est un peu juste en termes de talent pur, quand même, dans cette équipe, pour aller au-delà, que ça soit Mitchell ou que ça soit simplement l'équilibre entre les 2-3 meilleurs joueurs de l'équipe.
ça manque il manque quelque chose, je pense. Mais par contre, effectivement, finale de conférence, vu ce que l'équipe montre, vu ce qu'elle a montré jusqu'à présent, sur ses 15 premiers matchs, je pense que c'est effectivement vraiment jouable. Ce qui est dur un petit peu par rapport à ce que tu dis de Mitchell, mais en fait, c'est dur de ces joueurs-là. Les joueurs qui sont entre la 5e et la 10e place, si tu dis entre les joueurs qui sont entre le 5e et le 10e meilleur joueur de la ligue, bah forcément, ils ont pas le... Tu leur prêtes moins enfin, je sais pas comment dire. Il y a forcément plus de questions autour d'eux que ceux qui sont entre 1 à 5, où aujourd'hui, c'est facile de se dire, bah si t'as Shai Gilgeous-Alexander, il peut t'emmener jusque-là, si t'as Luka, etc. Et même l'an dernier, finalement, dans la plupart des top 5 qu'on faisait, Tatum n'était pas forcément dedans, il était souvent 6e, en fait, quand on prenait le... Tu vois, et finalement, bon, bah voilà, il a fait des playoffs incroyables avec Boston, ils ont été champions, donc c'est toujours plus dur, en fait, d'identifier, d'évaluer vraiment ces joueurs-là. Je vais revenir sur un truc dont tu parlais tout à l'heure autour de Darius Garland. En fait, moi, je suis pas certain, et vraiment, c'est pas que j'aime pas le joueur, mais je suis pas certain qu'il puisse être un défenseur correct en playoff, en fait. Et c'est pas simplement sur une question d'envie, c'est qu'il est vraiment petit. Il est vraiment quand même petit, il est vraiment léger. Et tu prenais l'exemple de Kyrie Irving, il y a un élément, je trouve, qui a changé dans le jeu en défense de Kyrie Irving, outre les efforts qu'à un moment, il faisait pas, c'est que je le trouve. Et c'est logique parce qu'il est plus âgé aussi. Et on sait quand on vieillit, il y a une espèce de force naturelle qui se met en place. On est plus solide en fait. Et aujourd'hui, Kyrie Irving, c'est pas un des meilleurs défenseurs de la ligue, hein, on est d'accord. Il doit être entre moyen et correct en fonction des moments de la saison. Mais par contre, il est relativement solide. Si tu regardes quand des joueurs essaient de le poster, ce qui arrive assez fréquemment, il tient quand même le choc. Là, Garland, il peut pas en fait. Physiquement, il peut pas tenir le choc sur ça. Par contre, il a pris du muscle quand même cet été. Il a pris un peu de muscle et je le trouve sur ces matchs-là, et ça va peut-être avec le fait que tout se passe bien, donc forcément, il n'est pas en difficulté, mais je trouve je le trouve justement plus solide comme ce que tu évoques pour Kyrie pour l'instant. Okay. Les playoffs, c'est pas pareil, hein, on est d'accord. Je dis pas qu'il va être ne serait-ce que correct en playoffs, mais je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'en plus, ça reste un joueur assez. Enfin, il a 24 ans. Il peut encore progresser, il a eu des petits freins dans sa carrière. Tout son début de carrière, il est blessé en NBA. Il arrive déjà avec une grosse blessure. Et au final, il n'a pas tant d'années que ça de basket de haut niveau en lui, quoi. Donc je comprends tout à fait. C'est une cible qui paraît évidente, mais je trouve il l'a évoqué, le fait qu'il avait taffé musculairement et tout ça. Ça peut être une piste aussi, parce que quand tu te renforces, on a vu des joueurs, tu prends Steph Curry, ça a aussi contribué, le fait qu'il se renforce musculairement, ça l'a aussi aidé à être plus correct, voire plus maintenant que défensivement. Ouais, je parlais vraiment pour la saison, Shai. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est encore un jeune joueur qui va progresser, qui a un potentiel. C'est pour ça que c'était aussi compliqué c'est pour ça que Cleveland n'a pas pris de décision plus vite, en fait, parce que il a énormément de potentiel encore. Donc, sur le reste de sa carrière, je pense effectivement qu'il peut progresser. C'est là pour cette saison, en fait. Mais encore une fois, je dis ça, mais si Cleveland garde un rating, alors une efficacité offensive qui sera certainement pas encore une fois celle de ses 15 premiers matchs, mais qui finissent la saison en ayant le meilleur rating offensif, peut-être que ça sera moins important en fait, et qu'ils se diront, bah de toute façon, on va s'organiser en défense pour limiter la casse autour de Donovan Mitchell et de Darius Garland, et de toute façon, les équipes adverses n'arriveront pas à nous tenir. Même si je pense pas que ça soit forcément un mode de réflexion qui te permette d'aller au titre, pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, là, de star power et de finalement un jeu en playoff qui est quand même différent de celui de la saison régulière, avec des adaptations, un rythme offensif qui baisse systématiquement. Mais effectivement, en tout cas, il y a vraiment, je pense, un scénario dans lequel Cleveland est finaliste, finit premier de la saison régulière à l'Est, ou dans les deux premiers, et va jusqu'en finale de conférence. Je pense que c'est tout à fait envisageable. Moi, c'est plus l'association de Garland et Mitchell en défense. C'est oui, plus la taille d'ailleurs, en fait. Il y a le poids. Je vois tout à fait ce que tu veux dire sur la force que tu acquiers à partir d'un certain âge, notamment pour Kyrie. Tu vois, si je prends le duo Kyrie-Luka, c'est mauvais en défense, entre guillemets. Mais par contre, on a vu que s'ils font les efforts, ça passe. Et notamment parce que Luka, il est très grand, en fait. En fait, Luka, il a pas. En fait, je suis désolé, mais Luka, il n'a pas d'excuses. Luka, il est grand et il est très fort sur ses jambes. Il pourrait être un bon défenseur. Il n'aura jamais la vitesse latérale pour vraiment contenir les mecs les plus shifty de cette ligue, tu vois, qui est vraiment les plus rapides balle en main. Mais normalement, il a les atouts pour être un défenseur correct. Sauf qu'il joue tellement de possessions.
et qu'à mon avis, il y a un espèce de dédain pour la. Faudra qu'on analyse si dans l'ADN des gens des pays de l'Est, des fois, il y a une volonté de ne pas défendre. J'en ferai pas des tonnes là-dessus. C'est une blague, hein, évidemment. Je joue avec plein de Serbes. J'ai mes excuses. Il y a des private jokes pour les gars de son équipe. Ouais, exactement. Mais non, mais Luka, s'il est engagé, il y a un mec qui a de la taille, en fait. Donc, tu n'as qu'un petit, vraiment, sachant que Kyrie Irving est plus grand déjà que Darius Garland. Et officiellement, il n'est pas plus grand que Donovan Mitchell, mais je vous annonce, la taille de Donovan Mitchell, c'est pas sa vraie taille. Je suis d'accord aussi, ça fait partie des... C'est absolument pas sa même taille. Il fait la même taille que Darius Garland, les deux, ils font 1m85. Ouais. Donc par déjà, contre, il est plus tanké. Mais il est plus tanké. Quoi. Il est plus tanké, mais il reste petit, entre guillemets, à l'échelle de la NBA. Les deux font... Donc, tu as un backcourt d'1m85. C'est facile. Tu peux cacher un gars, en cacher deux, ça devient tout de suite plus compliqué. C'est là où moi, pareil que toi, Théo, je me dis que si tu veux vraiment viser le titre, il faut absolument que ton système offensif il reste le même. Et en playoff, les possessions, elles sont plus lentes. Le rythme, il est plus haché. Les défenses, elles sont plus efficaces. Tu as moins d'espace pour shooter. Tu as moins de temps pour prendre les décisions. Donc, tout ça, c'est pas pour casser tout ce qui est en train de se mettre en place. Justement, Atkinson, il force ses joueurs à prendre des décisions rapides. Donc, tu crées une bonne habitude. Mais si tu as moins d'efficacité, en fait, d'un coup, tu passes d'une équipe qui est 15-0, qui te paraît la meilleure de la ligue, à une équipe qui est très forte. Certes, toujours, ça reste un point important. Une équipe très forte, mais qui a peut-être pas justement le même potentiel qu'une équipe comme Boston. Parce que par exemple Boston, on peut parler de l'adresse à 3 points, mais ce serait faux de dire que les Celtics ils gagnent que parce qu'ils sont forts à 3 points. C'est un truc sur lequel je suis prêt à combattre et à débattre. Non, les Celtics c'est aussi avant tout la putain de meilleure défense de la ligue. Tu vois, il y a trop de talent, trop de bons joueurs, trop de choses en fait. Donc Cleveland, ouais, si tu n'arrives pas à compenser ce duo Mitchell-Garland en défense, sachant que ça reste une très bonne, ça reste une bonne défense, Cleveland. Comme je l'ai dit, 7e de la ligue l'an dernier, 7e cette saison. Il y a 2 très bons protecteurs de cercle. Mais ouais, j'ai peur aussi que ça soit, en tout cas, une faille que certains soient prêts à exploiter, quoi. Tu vois, franchement, tu vois Garland ou Mitchell défendre sur Tatum Brown là, sur des 1 contre 1. S'ils y arrivent, s'ils y arrivent, on les rajoutera dans la réédition du MOOC Small avec le backcourt le plus incroyable parmi les petits de tous les temps. Mais regarde, là je vois le scénario, c'est Tatum, Brown, casse-toi, tu vois, c'est coup de physique. Mobley ou Jarrett Allen qui vient en aide, hop, kick out, Horford, Porzingis, Derrick White, Jrue Holiday va savoir qui tire à 3 points et tu vois, et tu peux avoir toute une série comme ça et après ça dépend de l'adresse des Celtics, mais je me dis forcément qu'ils vont se faire bully, tu vois. Pareil, Jalen Brunson, tu vois, il est petit mais il est costaud et Garland ou Mitchell ils tiennent pas Jalen Brunson. Alors après, les Cavs, Jalen Brunson il les tient pas non plus. Ouais, il les tient pas non plus, c'est vrai. Non mais c'est pour ça que j'allais dire, par contre je pense vraiment que les Cavs aujourd'hui c'est la 2e meilleure équipe à l'Est, quoi. Pour l'instant, sur ce qu'on a vu, il n'y a même pas photo parce que. Oui, déjà il n'y a pas photo, et ça c'est clair. Mais même sur le potentiel en termes de playoff, là j'imagine des choses. Je me dis ouais non, mais les Cavs en fait, tu vois, ils peuvent se dire mais non, mais n'importe quelle équipe, enfin vraiment, on va les taper, quoi. Mais parce qu'il faut se rendre compte qu'ils ont 11 victoires de plus que Milwaukee et 13 que Philadelphie. Et ils en ont même 8 de plus que les Knicks, par exemple. Donc bon, il peut y avoir des séries de défaites, ça peut. Mais même déjà, alors que la saison vient de démarrer, ils ont déjà un avantage qui est fou. Moi, je suis d'accord. Là, c'est au moins la 2e. Oui, c'est la 2e meilleure équipe de l'Est pour l'instant. Il y a même pas photo. Et j'ajouterais du coup, on a juste un tout petit peu parlé du banc, mais le banc, je le trouve incroyable. On se moquait avec Anton quand on était au match à Paris l'année dernière de Georges Niang. Mais c'est pareil. Même s'il ressemble pas à un joueur de basket, il est efficace. Il rentre. Il a un peu de. C'est un joueur un peu rusé, un peu qui s'est shooté aussi. Ty Jerome, c'est une super histoire, je trouve. Ty Jerome, il était meneur titulaire de d'autres Cavaliers en 2019 quand ils ont été champions vers sa fac de Virginia. C'était un très très bon joueur expérimenté, mais qui du coup a pas vraiment percé après. J'ai regardé, il a joué que 159 matchs NBA en tout et pour tout depuis qu'il a été drafté. 0 apparition en playoff. Là, vu comment il joue, vu son adresse, vu l'intelligence de jeu, quand il n'y a pas Mitchell, Ty Jerome il est là. Si Garland n'est pas là, Ty Jerome est là, il va combler des manques. J'aime bien. C'est les histoires qui arrivent souvent dans des équipes qui sont comme ça sur une super dynamique, mais leur banc aussi est extrêmement efficace. Il va être un peu plus ouvert en plus quand Strus va arriver. Caris LeVert, c'est très bon. On n'a même pas parlé d'Okoro, par exemple, aussi, dont on a peut-être un peu trop attendu à un moment parce qu'il a été drafté haut. Mais en tant que role player, c'est super aussi, en fait. C'est un excellent défenseur qui a peut-être encore en lui la capacité de progresser à 3 points.
Bon, il y a plein de choses qui font que les Cavs, c'est la deuxième meilleure équipe derrière pour l'instant. Toutes les autres ont moins de garanties en fait. Philadelphie, Milwaukee, voilà, on va pas revenir, on va pas tirer sur les ambulances. New York se cherche encore un peu, même s'il y a du potentiel. Les Cavs, c'est indéniable, je trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que pour reprendre ce que vous disiez là sur les match-ups que tu peux imaginer, effectivement, je pense que mis à part Boston, mais Boston de toute façon, c'est les champions en titre c'est pas un hasard. Il y a Si t'es Cleveland, t'as pas à craindre pour l'instant aucune des autres équipes. Je pense que les match-ups sont plutôt intéressants pour Cleveland. Tu vois, ils peuvent matcher avec les Knicks, ils peuvent matcher sans problème avec leurs deux grands. Ils peuvent matcher avec Philadelphie, même si Philadelphie finit par revenir à retrouver ses joueurs. Ce qui est intéressant aussi pour Cleveland, c'est que je trouve que cet excellent début de saison leur offre un petit peu de temps en fait. Ça leur offre une année de plus en fait pour voir ce qu'ils peuvent faire, où ils peuvent aller, ce que va donner Garland en playoff. Effectivement. Et encore une fois, tu as eu raison de le mentionner. Shai, c'est un joueur qui a souvent été blessé, qui a du potentiel, qui a déjà été All-Star. Et ce qui est top avec ce début de saison, c'est que là, ils sont partis pour avoir un minimum 2 All-Stars, voire peut-être 3. Et donc, garder tout le monde content. C'est-à-dire que Donovan Mitchell, on n'arrête pas de dire qu'il est à Cleveland en attendant de rejoindre New York ou de rejoindre une autre franchise, soit où il fait plus beau, soit autre chose. Bah, si tout se passe bien, il va être All-Star à tous les coups. Si on ne sait pas où il sera dans les... Il sera pas MVP, mais on ne sait pas où il va se retrouver, parce que si Cleveland fait une super saison, il va se retrouver dans peut-être, quasiment à coup sûr, dans un des 2 premiers 5, probablement dans le deuxième 5 au NBA, etc. C'est des trucs où en plus ça déclenche souvent des bonus et des primes de contrat. Tout le monde va être content. Donc même si ils n'ont pas besoin d'être champions NBA, ils n'ont pas besoin de faire une finale NBA cette année pour se dire on a fait une bonne saison et pour vraiment enregistrer des informations, des datas sur l'évolution de Mobley, comment ça marche avec Jarrett Allen, comment ça marche le backcourt, pour évaluer tout ça. Et c'est une équipe qui est au-delà d'avoir du talent, qui a des assets en fait. Et les jeunes. Les jeunes. Et qui a donc, des contrats faciles à refourguer. Exactement. Et je maintiens quand même qu'il y a un pilier vraiment dans genre jeune joueur qui peut espérer être dans un des 2 meilleurs 5 NBA à terme en Evan Mobley. Un joueur aujourd'hui qui peut te faire gagner 1 ou 2 matchs clés en playoff ou à qui tu sais que tu peux donner la balle s'il n'y a rien qui se passe et qui est capable de te faire gagner des matchs, et un effectif complet. Donc pour cette saison et même pour celle d'après, Cleveland est dans une super situation. Là, Kenny Atkinson, ils peuvent déjà lui filer son trophée de coach de l'année. Je vois pas comment ils pourraient le perdre maintenant. Voilà, c'est toujours comme ça, c'est que ça se passe. Donc il y a vraiment beaucoup de voyants qui sont ouverts du côté des Cavs. Pour revenir juste sur l'âge des Cavs très rapidement, il n'y a que George Young qui a 31 ans et Caris LeVert 30. Sinon, les autres, ils ont tous moins. Ils ne sont pas du tout encore, en théorie, dans les années... voilà, tu prends... Jarrett Allen, il a que 26 ans. Quand je l'ai vu tout à l'heure son âge, je me suis dit, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là, qu'il a plus de bouteilles que ça. Au final, il a que 26 ans. Garland, 24. Bon, Ty Jerome, 27, c'est un genre de rotation, mais Donovan Mitchell, 28, il est censé être dans ce qu'on appelle communément son prime, mais Evan Mobley, 23, Okoro, 23. Voilà, c'est une équipe qui est encore jeune, donc il peut, comme tu le disais, Théo, je pense, se dire, bon là, les fenêtres, on ne sait jamais combien de temps elles sont ouvertes, c'est toujours pareil. S'ils ont un shot cette année, il faut qu'ils le prennent. Mais voilà, c'est une équipe qui peut être là un peu sur la durée. Tu vois, une des questions d'un auditeur sur le dernier CQFR, c'était quelles équipes vous voyez à l'Est dans le top 4 je sais plus, c'était dans 2 ans, je crois. Et faut peut-être qu'on mette les Cavs, on les avait quasiment mis. certains. On les avait mis et c'est pas un hasard. Moi, je suis tout à fait d'accord sur votre optimisme. Je pense qu'il faut raisonner tu sais, si tu raisonnes en termes, là, toujours cette histoire d'Apron, Cleveland n'y est pas encore. Il sera l'an prochain. Je pense que l'an prochain, ils y sont avec l'entrée en contrat des autres. Après, ça dépendra des décisions de l'intersaison. Mais du coup, ta fenêtre théorique des espèces de 3 ans, alors c'est purement de l'hypothétique, mais à partir du moment où tu es dans ce fameux, tu as dépassé ce fameux seuil, il faut que dans les 3 ans, tu essayes de faire quelque chose, parce que sinon, après, ça va coûter trop cher à ton proprio. Si ça commence qu'à partir de la saison prochaine, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est là, tu crées un système, tu as ton système, tu le mets à l'épreuve des playoffs, tu vas sans doute encore un peu plus loin. On sait qu'une progression, ça se fait dans la durée. Moi, je suis souvent un partisan, et je le répétais notamment beaucoup pour le Thunder l'an dernier, et je serais même prêt à le répéter encore pour le Thunder cette saison. C'est que tu passes pas d'un coup de j'étais nulle part, je suis champion NBA en fait. Et tu vois, l'an dernier, on l'a vu, tu arrives au deuxième tour, le Thunder, ils sortent en fait.
Ils sortent et c'était une équipe très à droite d'ailleurs, pour reprendre une petite comparaison avec Cleveland. C'était l'équipe la plus à droite au tir et à 3 points de la saison régulière. Et puis on a vu en playoff, c'est pas tout à fait la même chose. Tu es un peu moins à droite et du coup, tu sors au second tour. Et il y a une espèce de progression linéaire. Cette année, on se dit le Thunder, a priori, devrait aller au moins jusqu'en finale de conférence. Va savoir s'ils vont même pas plus haut. Pour Cleveland, c'est un peu pareil. Tu continues, tu as l'impression de progresser. Tu vas peut-être en finale de conférence. Tu vas plus haut. Qui sait, même imaginons que tu t'arrêtes au second tour, tu as posé les bases de ton système. Et Evan Mobley, en fait, là, tu sais, si on reste sur cette limite de meilleurs joueurs avec Mitchell, etc. Par contre, si tu as 2 joueurs qui sont même en fin de top 10, mais si tu en as 2, là, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la ligue qui peuvent, tu vois, qui se vantent d'avoir ça. Et si Evan Mobley, il continue sa progression, et a priori c'est le cas, bah ouais, peut-être que cette saison, il n'est pas encore assez fort pour constamment prendre le relais de Mitchell dans les moments où il faut que, tu vois, voilà, ou dans les moments où Mitchell est peut-être un peu moins dedans, etc. Mais l'an prochain, qui sait en fait? Pareil sur Garland, tu l'as dit au final, Shai, Garland, ça reste un joueur jeune, tu as raison, tu vois, tu sais pas quel cap il y a dans ses jambes. Donc c'est clair que les Cavs, je partage de l'optimisme de se dire, bah, en fait, cette saison, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est presque déjà du bénéfice. En fait, on en rentre déjà, c'est fou, au bout d'un mois, tu as l'impression que Cleveland, c'était déjà dans le bénéfice. Tu as posé un système, tu poses des bases, tu te dis, ok, à partir de là, ça va dérouler. Et qui sait jusqu'où ça va. Et puis, pareil, on parle de Cleveland, mais dans un an, la saison prochaine, tu sais pas ce qui va se passer à Boston pour l'intersaison. Tu sais pas s'il y a des mecs qui vont décider d'aller voir ailleurs, s'il y a un nouveau propriétaire qui va décider, ah bah non, je veux plus mettre trop de thunes, tu vois. Tu sais pas ce qui se passe à Milwaukee, tu sais pas ce qui se passe du côté de Philly, tu vois juste que ça part en vrille, tu vois, les Knicks, il y a d'un coup, tu te retrouves, tiens, c'est nous en fait les meilleurs maintenant. Ouais, mais je partage sur un an parce qu'effectivement, moi, je reviens là-dessus, je fais pas de... Je vois pas forcément de scénario dans lequel Cleveland peut vraiment être champion NBA cette année. En fait, ça me semble. Je pense voilà, je pense qu'ils en sont pas là. Ils en sont pas là. Mais c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait c'est tout bénef. C'est en anglais ils appellent ça quand tu joues avec de house money. C'est comme c'était au casino, mais tu joues, tu paries avec la thune qu'on t'a filé à l'entrée. En fait, t'en fous de perdre. En fait, et c'est tout est bénef. Et j'ai l'impression que finalement ce début de saison, bah, c'est ça que ça leur offre en fait. Ça leur offre ce temps de plus de pouvoir se développer tranquillement. Limite, quelque part, je me demande, le match de demain va être passionnant là, face aux Celtics quand même, parce qu'il va y avoir de l'orgueil des deux côtés. Enfin, je pense voilà, ça devrait vraiment être un beau match. Mais après, limite, je me dis, je les vois pas aller chercher les 24 victoires des Warriors. Tu vois, limite, si jamais ils arrivent à prendre le match contre Boston mardi soir, limite, je me dis, peut-être que c'est pas plus mal s'ils perdent pas trop longtemps après, quoi. Parce qu'en fait, c'est le seul truc qui pourrait bêtement en fait, mettre une espèce de pression, mettre des attentes un peu absurdes autour de leur équipe et de leur saison. Mais sinon, franchement, c'est... Ouais, c'est... Quelque part, je trouve ça chouette ce qui se passe parce que moi, j'aime beaucoup Mobley depuis sa saison rookie. Donovan Mitchell, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est un joueur qui a ses qualités, ses défauts, mais j'avais l'impression il en était vraiment venu à être sous-coté finalement par ce qu'il est capable de t'apporter. Darius Garland, comme tu le dis, Shai, je sais que tu es fan depuis longtemps, c'est vraiment un beau joueur. Là. Enfin, les matchs où il est dedans, voilà, il est agréable à voir jouer. Et puis, il y a quand même ce côté pour Kenny Atkinson où moi, je suis quand même content, quoi. Quand on voit ce qu'il avait réussi à bâtir du côté de Brooklyn, quand on voit comment il est sorti, dans quelle situation, bon, derrière, il a vite rebondi, il a vécu des trucs super, que ce soit avec les Warriors ou avec l'équipe de France, mais ça fait plaisir aussi de le revoir dans cette situation, de voir que ça marche. C'est un petit peu... c'est un peu la belle histoire quand même du côté de Cleveland, je trouve, pour ce club qui... Alors, je sais pas si ça, c'est moi qui projette des choses, mais... Même en ayant eu LeBron, Kyrie et tout, c'est un club c'est dur de faire du sexy avec Cleveland, que ce soit la ville, avec cette franchise. C'est plutôt cool de voir cette histoire-là, quoi. Tout à fait d'accord, et on espère que ça continue pour eux. Parce que c'est pareil, moi, que ce soit pour les couleurs, les joueurs qu'ils ont eu ou quoi, j'ai jamais été un énorme fan des Cavs, mais depuis qu'il y a ces joueurs-là, depuis que ils sont partis sur un mode un peu de base besogneux, qui est construit avec des jeunes joueurs. Ils sont déjà beaucoup plus excitants et ils n'ont pas mis beaucoup de temps finalement. Enfin, faut se rappeler quand LeBron est parti, c'était un peu l'effectif, il était en haillons. Et du coup, c'est vrai il y en a un autre dont on parle jamais, c'est Kobe Altman, le GM, qui fait quand même un travail. On parle jamais de lui. Il était très jeune quand il a pris le poste. Je sais même pas quel âge il a maintenant, mais il fait quand même souvent du bon travail sur les joueurs qui recrutent. Sur la draft, ça a été plutôt bon aussi, le choix d'Atkinson.
Même, je reviens à Bickerstaff, je trouve que c'était un bon choix. Voilà, faut aussi saluer le travail de Kobe Altman, même si ça ne fait que 15 matchs que ça joue, c'est très très long. Je vois pas comment ça peut partir totalement en cacahuète en tout cas. Moi, je serais pour qu'ils continuent à jouer avec les maillots alternatifs comme dimanche soir, en tout cas là, les blancs et bleus, ou qu'ils ressortent carrément ceux de l'époque. Ils sont bien. Mais c'est ça, en fait, là, il y a un problème de... C'est mon combat à chaque fois, mais il y a un problème de design. Le logo, il est ignoble. Le logo noir et rouge, Bordeaux des Cavs. Je suis d'accord aussi que les couleurs, je pense, blanche, bleu et noir, c'est mieux, faut arrêter. Et en plus, ils ont fait des nouveaux maillots il n'y a pas longtemps. Et ils sont pas ouf du tout, quoi. C'est triste quand une équipe lance des nouveaux maillots en mode regardez, on a refait tout notre design. Ça, et derrière, tu te dis mais là, mec, dans 3 ans, tu es obligé de changer parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas fou. J'annonce les Clippers, ça va pas tarder. Hein. Dans 2 saisons max, ça rechange, tu vois. Et les Cavs, mais je pense qu'ils font des tests. Hein. Et à force de mettre les maillots blancs et bleus, s'ils voient qu'ils en vendent plus, il y a moyen qu'ils reviennent. Je trouve que le plus bon maillot récent qu'ils ont eu, c'est quand ils ont fait le rétro des années 90, justement. Ouais. Époque Mark Price. Exactement. Et Brad Doherty, tout ça. Ron Harper. Belle époque des Cavs aussi. C'est comme une équipe qui a souvent eu des belles... Enfin, dans chaque décennie, quasiment, ils ont eu des bons moments, quoi. Que ce soit, je parle de ceux de Mark Price et compagnie. Après, forcément, avec LeBron, là, maintenant, c'est début d'une nouvelle aventure depuis 2 ans. Qu'il y a eu des moments terribles. Faut dire qu'entre les 2 passages de LeBron, là, c'était quand même catastrophique, quoi. C'était quasiment l'une des franchises les moins bien gérées de toute la ligue. Mais justement, aussi sur les couleurs, c'est que ça peut sembler un peu bête, mais de se détacher là du noir Bordeaux-Or, c'est aussi se détacher de la période LeBron. Alors après, voilà, à eux de voir s'ils veulent revenir sur vraiment renouer avec les années 90 avant qu'il y ait LeBron. Mais là pour de bon, tu marques la différence avec LeBron. Et c'est vrai, Shai a raison. C'est pas anodin une équipe de Cleveland qui arrive à être séduisante sans LeBron James. À un moment, c'est vrai qu'il y a eu des belles équipes. Hein. Tu as raison, Théo. Mais à partir du moment où LeBron est venu à Cleveland, tu as l'impression que s'il n'y avait plus LeBron, Cleveland, ça n'existait plus, en fait. Et là, ils ont réussi tu te dis qu'il y a une équipe qui devrait, dans la durée, être sur quelques années de suite, être une équipe performante, voire même favorite de la conférence Est. Et c'était pas imaginable, je pense, au moment où LeBron il se barre la 2e fois. C'est clair. C'est clair. Je vous propose qu'on referme là ce chapitre sur les Cavs. On va suivre bien sûr ça, voir jusqu'où ils peuvent aller. Je vous rappelle, donc ce week-end, il y avait un épisode du Moop Deep. Si vous l'avez manqué, il y avait un Hoop Culture avec mon pote Pierre Armand Samama. Demain, mardi, Let's Session, les gars? Pas Let's Session? Yes. Ouais. Yes, Let's Session. Donc voilà, cette fois, je prends mon chargeur d'ordi, on aura une bonne connexion, tout ira bien. Voilà, c'était la grande reprise la semaine dernière. Si vous l'avez raté, il y a eu quelques problèmes techniques, ce qui fait qu'on l'a pas mis sur YouTube en décalé comme on le faisait par le passé. Mais cette semaine, voilà, vous pourrez retrouver le jeudi normalement, le jeudi en fin de journée, le replay de la Late Session si vous n'avez pas pu être en direct avec les gars mardi soir. Et puis, nous, on se retrouve, Shai et Antoine vous retrouvent dès demain matin pour un nouveau CQFR. Et on a déjà hâte d'y être. Passez une excellente fin de journée et on vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao. Ciao, ciao. Is out there, and it's either play or get played.